Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé euh, par PRH Solutions. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'échange et de partage de connaissances sur un sujet crucial pour toutes les entreprises et leurs collaborateurs, la gestion du temps de travail. Je suis Alexandre Quétu et je suis chargé d'animer ce webinaire aux côtés de notre équipe d'experts aujourd'hui avec deux juristes spécialisés en droit social. Jules Magnan à la présentation. Bonjour Jules. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Et Déborah Iglesias, donc en back-office, pour répondre à vos questions en direct. Bonjour Déborah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de commencer, justement, quelques points pratiques à partager avec vous. Pour favoriser l'interactivité de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions à nos experts à tout moment. Et pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'envoyer votre question dans le menu QR qui est en haut de votre écran. Et Déborah vous répondra en direct. Et à la fin de ce webinaire, bien sûr, on ouvrira une session de questions-réponses pour les questions qu'on n'aura pas pu traiter en direct. En attendant que les derniers invités se connectent, je te propose, Jules, de détailler les 5 grands thèmes au sommaire de ce webinaire. Alors oui, tout à fait Alexandre, on se retrouve donc pour parler de la gestion du temps de travail, un thème important en tant qu'employeur. Et on va voir ensemble d'abord les durées maximales de travail avec les heures supplémentaires, le temps de pause et le temps de déplacement, le temps partiel, très utilisé, l'annualisation du temps de travail, et également les forfaits heures, forfaits jours, donc deux modes de gestion du temps de travail un peu particuliers. Merci Jules pour le détail de ce sommaire. En introduction, moi je voulais apporter quelques repères historiques pour mieux comprendre les évolutions du temps de travail. La durée annuelle du travail a diminué globalement de 23% en France entre 1950 et aujourd'hui. Alors, les grands changements majeurs, je vais passer très vite dessus, s'expliquent par des décisions politiques. Alors, en premier lieu, les 4 puis 5 semaines de congés payés, votées en mai 68, puis en 1980 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Euh, à partir des années 90, c'est vraiment l'accroissement du recours à l'activité partielle dans les entreprises qui explique cette diminution du temps de travail. Et puis plus récemment, en fait, le passage aux 35 heures en 2002, donc porté par Martine Aubry sous le gouvernement de Lionel Jospin. En gros, là, depuis le passage aux 35 heures en 2002, la durée du travail s'est vraiment globalement stabilisée. Les législateurs ont préféré en fait assouplir le dispositif des 35 heures et mettre en place plutôt des mesures incitatives sur le recours aux heures supplémentaires sans vraiment toucher à la durée légale du travail en France. Alors, je referme cette parenthèse. Justement, Jules, ça fait la transition parfaite pour ouvrir notre premier chapitre. Pour bien comprendre aujourd'hui quelles sont en France les durées maximales de travail et des heures supplémentaires. Tout à fait, Alexandre. Dans un premier temps, donc on s'intéresse un petit peu au cadre, au cadre effectif, légal, au niveau de la durée du travail en France. Alors, comme justement tu l'as très bien dit, la durée de travail en France, c'est 35 heures hebdomadaires. Et bon, ça, c'est la durée classique. Et puis après, il y a une durée maximale quotidienne et une durée maximale hebdomadaire. Et on va voir ensemble quelles sont ces durées maximales. Donc la durée maximale quotidienne, c'est-à-dire par jour, ben, c'est 10 heures par jour. Donc on ne doit pas dépasser à ce niveau-là 10 heures par jour, sauf des cas particuliers de dérogation. Alors quels sont-ils? Le premier cas, c'est l'accord donné par l'inspecteur du travail. Donc pour l'employeur, il faut faire une demande avant de pouvoir faire travailler ses salariés au-delà de 10 heures par jour. Ou sinon, un cas d'urgence qui serait lié à un surcroît temporaire d'activité. Donc là aussi, c'est possible sans accord de l'inspecteur du travail, mais attention, il faudra pouvoir prouver ce surcroît en fait temporaire d'activité. Donc attention à prendre avec des pincettes, puisque forcément, vous risquez d'avoir un contrôle de l'inspection derrière pour vérification. Et enfin, la convention collective. Alors là, pour le coup, c'est intéressant parce que vous n'aurez pas affaire à l'inspection du travail. Donc, il est possible, dans un cas comme celui-ci, selon les conventions collectives, bien, d'aller jusqu'à, alors cette fois-ci, là, c'est limité, c'est 12 heures par jour. Voilà, si la convention collective, si votre convention collective vous le permet, celle que vous appliquez au sein de votre société.
Pour la durée maximale hebdomadaire, c'est celle qui, on va dire, est entre guillemets la plus importante à retenir. La durée de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser en fait 48 heures sur une même semaine. Ça, c'est vraiment le plafond maximum à ne pas dépasser. Donc 48 heures par semaine. Euh, Bien entendu, il y a également une deuxième limite, et là, attention aux confusions. La deuxième limite, c'est également de respecter 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Alors, dans la pratique, on a un certain nombre de clients hein, au sein de notre société qui nous font valoir en fait le fait que comment est-ce que se déterminent ces 44 heures par semaine? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire plusieurs fois 48 heures hein, sur 3 semaines? Alors oui, c'est possible. Il est possible d'avoir plusieurs semaines consécutives à 48 heures, mais le but, c'est que vous ne soyez pas bloqué sur les 12 semaines consécutives. Si on fait la moyenne, il faut être à 44 heures. Donc voilà, deux limites, c'est une double limite à prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire que la limite est à 44 heures par semaine, ça ne veut pas dire non plus que c'est 48 heures tout au long de l'année. C'est simplement qu'il faut bien vérifier sur 12 semaines consécutives que vous soyez à une moyenne de 44 heures. Donc, ça vous permet, sur plusieurs semaines en soi, d'aller jusqu'à 48 heures. Alors, par dérogation, là aussi, il y a une possibilité d'avoir des dérogations, mais on est plutôt là dans le registre de l'ordre de l'exceptionnel. Voilà, c'est des circonstances exceptionnelles ou un surcroît exceptionnel d'activité. Donc là, on peut aller jusqu'à 60 heures maximum. Par contre, peu importe la situation, il faudra avoir l'accord de l'inspection du travail. Donc voici un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ces durées maximales de travail. Donc, toujours bien penser à vérifier celle-ci, puisque derrière, ça peut entraîner des contentieux à ce niveau-là. On s'intéresse ensuite aux heures supplémentaires, puisqu'on l'a dit, Alexandre l'a rappelé en préambule. En France, la durée légale, c'est 35 heures. Donc, toute heure effectuée au-delà, pour aller jusqu'à les durées maximales que nous venons de détailler, toute heure au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire. Donc, tout salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, hein, il faut le savoir. Il faut que ce soit prévu dans son contrat de travail, d'accord? D'où l'importance de bien rédiger son contrat de travail et voilà, de bien se faire conseiller. Donc, n'hésitez pas à passer par notre biais. À l'exception de deux types de personnes, en fait, le salarié en forfait annuel en jour, on verra pourquoi, puisque en forfait annuel en jour, il n'y a plus cette notion de durée du travail, de comptabilisation. Et le salarié ayant le statut, la qualité de cadre dirigeant, là aussi, pas de notion de durée de travail. Donc pour ces deux salariés un petit peu particuliers, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Pour le reste, il faudra bien penser à comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Alors, ces heures supplémentaires, elles sont effectuées à la demande uniquement de l'employeur. En aucun cas, un salarié de son côté peut effectuer des heures supplémentaires sans accord de la direction ou de l'employeur. Cette demande peut se faire à l'écrit comme à l'oral, mais il faut que, en tant qu'employeur, vous ayez demandé à votre salarié de les effectuer. Sinon, on ne peut pas considérer que ce sont des heures supplémentaires. Attention toutefois à ne pas laisser un salarié en fait effectuer des heures supplémentaires de son côté sans rien lui dire, puisque là on considère qu'il y a un accord tacite qui a été passé entre le salarié et l'employeur pour effectuer ces heures-là. Donc il faut bien vérifier que les heures supplémentaires soient justifiées, que vous ayez bien demandé à ce qu'elles soient effectuées, etc. Donc voilà, attention, dans le cadre de votre pouvoir de direction, là, attention à bien surveiller l'accomplissement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite, dans une limite, il faut le savoir. Alors ça, souvent, on l'oublie, mais il y a un nombre en fait d'heures hein, qu'on appelle le contingent annuel. Donc, sauf si le salarié est employé cette fois-ci dans le cadre d'une convention de forfait annuel en heures, puisque là, c'est déjà compris dans sa convention, on le verra par la suite. Mais il y a des limites au nombre d'heures supplémentaires que l'on peut effectuer par an. La limite, c'est le contingent. Donc, il est défini par la convention collective ou un accord d'entreprise. Hein. On peut prévoir un accord d'entreprise sur ce point-là pour définir le nombre et même aller au-delà de ce que prévoit la loi ou la convention collective, ce qui est très intéressant. Mais à défaut, si on n'a pas de disposition dans la convention collective ou dans l'accord d'entreprise, c'est 220 heures par salarié par an. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire
on peut aller jusqu'à 220 heures supplémentaires par salarié par an, et on verra ce qui peut se passer au-delà. Par contre, ces heures supplémentaires, ces fameuses heures supplémentaires, sont comptabilisées à la semaine. Attention, c'est pas au mois, c'est à la semaine. Donc attention à bien le rappeler, hein, c'est vraiment à la fin de la semaine, on regarde combien d'heures supplémentaires ont été effectuées. Et elles sont rémunérées avec une majoration, c'est-à-dire une majoration de 25% pour les 8 premières heures effectuées dans la semaine, donc de la 36e à la 43e heure supplémentaire, et 50% pour les heures effectuées au-delà. Alors cette majoration, elle peut être diminuée parce que c'est un taux quand même assez conséquent, hein, donc les heures, au lieu de les payer à 100%, vous les payez à 125%. Donc la majoration de ces heures-là, elle peut diminuer et être ramenée à 110%, donc une majoration de 10% uniquement, par le biais de la convention collective ou même d'un accord d'entreprise. Donc voilà un petit peu il y a une marge de manœuvre, donc c'est 10% minimum. Enfin, il est utile de le rappeler, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée par un repos compensateur équivalent. Alors ce repos compensateur équivalent, c'est le fait, au lieu de majorer de 25%, on va majorer par exemple un quart d'heure de repos que le salarié a pu acquérir et qui pourra donc utiliser. Alors, on essaie, dans la mesure du possible, hein, c'est ce que dit la législation, de faire des demi-journées de repos ou des journées de repos. Donc, il faut que le salarié cumule en fait des heures supplémentaires pour atteindre cette fameuse demi-journée ou journée de repos, hein. C'est une obligation de procéder de cette manière-là. On ne peut pas accorder à chaque fois un quart d'heure. Le salarié ne peut pas décider de prendre un quart d'heure de repos ou ce genre de choses. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et enfin, que se passe-t-il si on dépasse les 220 heures? Là, en fait, il y a un repos compensateur équivalent en plus déjà de la majoration pour heures supplémentaires ou de la majoration pour repos compensateur. En plus, c'est doublé. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est dès qu'on dépasse les 220 heures. Voici ce qu'il en était pour les heures supplémentaires. Donc, on va voir un petit peu la suite, comment aménager ce temps de travail pour éviter d'avoir à les payer. Merci beaucoup, Jules, c'est très clair. On va enchaîner donc avec second chapitre qui est vraiment en fait complémentaire à ce premier chapitre. En gros, c'est un peu le casse-tête des temps de pause et de déplacement. Alors, comment on fait pour bien intégrer ces périodes dans le calcul du temps de travail? Alors, c'est vrai, le temps de pause et le temps de déplacement, il faut les intégrer hein, dans la durée de travail, ça en fait partie. Et c'est là que on rentre un petit peu dans les légendes, dans les a priori que l'on peut avoir et qui ne sont pas forcément véridiques. Donc, on va faire un petit point sur cet aspect-là pour que pour que la situation soit très claire. Le temps de pause en France, sauf disposition de la convention collective plus favorable, c'est un temps de pause de 20 minutes dès lors qu'on a effectué 6 heures de travail dans la journée. Alors, ce n'est pas 6 heures de travail consécutives, hein, c'est 6 heures de travail dans la journée. Mais voilà, c'est un temps de pause de 20 minutes consécutives là pour le coup. Donc, on doit accorder ces 20 minutes aux salariés. Et attention à ce niveau-là, il n'existe aucune obligation que le salarié les prenne en avance, en amont, dès le début de la journée ou à un moment particulier. Il est possible de mettre en place effectivement une organisation, c'est-à-dire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, par exemple. Mais sachez à ce niveau-là que c'est au bout de 6 heures en fait de travail que le salarié pourra prendre ses 20 minutes. Après, à vous d'accepter une autre organisation. Mais attention aux légendes à ce niveau-là, parce qu'on a un certain nombre de clients qui nous ont déjà rapporté le fait que des salariés faisaient valoir 30 minutes, 40 minutes de pause, faisaient valoir le fait que la pause café n'était pas comprise, etc. Donc attention à cet aspect-là. C'est 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de travail. Ces 20 minutes, est-ce qu'elles sont rémunérées? Non, à ce niveau-là. Les 20 minutes ne sont pas rémunérées pour le coup. Donc attention là aussi, puisqu'il y a un certain nombre de salariés qui le demandent, hein, les 20 minutes ne sont pas rémunérées. Et ça, c'est ce que prévoit la loi. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a des dispositions au niveau de la convention collective qui prévoient d'autres situations, qui prévoient que le temps de pause peut être rémunéré, qui prévoient un temps de pause supérieur de 30 minutes, par exemple. Donc, attention à la convention collective, mais bien se rappeler que légalement, c'est 20 minutes au bout de 6 heures de travail. Et qu'advient-il du repas? Le repas, c'est souvent la question que nous avons. Le temps de déjeuner qui s'intercale entre deux périodes de travail effectives est un temps de pause en soi. Donc, très clairement, on pourrait en fait
accorder à ses salariés que 20 minutes pour prendre leur repas par rapport aux 6 heures de travail de la journée. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc à partir du moment où vous accordez en fait ce temps de déjeuner, il est déjà compris en d'autres termes. Donc voilà sur cet aspect-là. Attention aux légendes urbaines un petit peu qui peuvent être en fait indiquées par les salariés. Donc toujours vérifier le temps de pause à ce niveau-là. Et qu'en est-il du temps de déplacement? Le temps de déplacement, c'est une vraie problématique, c'est un vrai souci de contentieux entre salariés et employeurs. Dès lors qu'on envoie en fait son salarié en mission, on l'envoie se déplacer sur un chantier, chez un client, etc. Le temps de déplacement, il faut savoir que ce n'est pas un temps de travail effectif. Ce temps de déplacement n'est pas rémunéré. Il ne rentre pas en ligne de compte au niveau des heures supplémentaires. Et ça, là aussi, c'est une légende. Il y a beaucoup de salariés qui le font valoir comme un temps rémunéré, comme un temps de travail, parce qu'ils considèrent qu'ils sont à la disposition de l'employeur. Alors c'est vrai que juridiquement, il y a cette contrainte-là d'être à la disposition de l'employeur, mais le temps de déplacement, nous dit très clairement le Code du travail, n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, à partir du moment où le temps normal de déplacement, enfin le temps de déplacement va dépasser le temps normal de trajet que met un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail, il faut prévoir quand même une contrepartie, une compensation, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, un petit peu comme les heures supplémentaires, hein. Donc une contrepartie, et cette contrepartie, le Code du travail, la législation n'indique pas le montant. Donc là, il faut se référer à sa convention collective pour en connaître le montant. Et si la convention collective ne le prévoit pas, ce qui arrive très souvent, c'est à vous de le définir au sein de votre société dans le cadre de votre pouvoir de direction. Ce temps, en fait, cette contrepartie, pardon, doit être raisonnable, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire raisonnable, ça veut dire on sera aux alentours de 15%. 10%, c'est vraiment la limite basse, c'est vraiment risqué. On est plus aux alentours de 15% à 30% dans la pratique, 50% si on est généreux. Mais voilà, dans la pratique, on oscille entre 15 et 30%. En contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, donc une majoration, voilà, une contrepartie sous forme de repos, 20%, ça paraît l'idéal. Enfin, qu'est-ce qui se passe dès lors que le temps de déplacement rentre en fait dans l'horaire habituel de travail du salarié? Là, pour le coup, attention, là, on ne parlera pas de contrepartie. Donc, l'heure de déplacement en fait qui est faite avant que le salarié embauche, là on appliquera la petite contrepartie, donc on rémunérera 20% de cette heure-là. Et si par contre voilà, le déplacement dépasse l'heure d'embauche, là il faut rémunérer en fait ce temps classiquement comme si le salarié était venu travailler. En fait, il n'y a pas de perte de salaire. Voilà pour ces deux petits points importants à rappeler. Merci beaucoup, Jules, une fois de plus, pour l'ensemble de ces précisions qui permettent vraiment en fait, de bien comprendre les temps de pause et de déplacement. En t'écoutant, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de légendes urbaines en lien avec la gestion du temps de travail et ça légitime vraiment en fait, l'utilité de ce webinaire. Euh, on va pouvoir enchaîner donc avec notre troisième thème, un focus sur le temps partiel. Et avant d'évoquer avec toi les spécificités et les avantages du travail à temps partiel, est-ce que déjà tu peux partager une définition du travail à temps partiel? Alors oui, le travail à temps partiel en France, c'est un travail, en fait, c'est un temps de travail que doit effectuer le salarié dès lors qu'il est en dessous de 35 heures. On l'a dit, la limite, c'était 35 heures, c'est la durée légale de travail en France. Donc dès qu'on est en dessous, c'est du temps partiel. Alors, de mon côté, en préparant ce webinaire, j'ai trouvé quelques statistiques intéressantes à partager. Donc, elles sont issues d'une étude du ministère du Travail menée en 2023. Le temps partiel concerne à peu près 17% des salariés en France. Un quart des femmes travaillent à temps partiel contre moins de 8% des hommes. Et il concerne principalement à 25%, 15% 25% des 15-24 ans et des plus de 55 ans. Et une petite tendance voilà, générale pour terminer. En 50 ans, la part de salariés à temps partiel a été multipliée par 2,5, même si on note quand même une légère baisse depuis 2017. Alors Ah, justement, Jules, quelles sont oui. les spécificités et les avantages du travail à temps partiel qui expliquent en fait cette large utilisation par les entreprises? Alors le but en fait du temps partiel, c'est d'essayer de trouver un compromis en fait entre le salarié qui souhaite parfois diminuer son temps de travail
Et puis de l'autre côté, l'employeur qui n'a pas suffisamment de travail à faire à son salarié. Donc on va le voir ensemble, il y a un cadre en fait légal à ce niveau-là. Donc il est possible de faire travailler en fait un salarié à temps partiel entre en fait 24 heures par semaine et 35 heures par semaine. Ça, c'est la limite, la durée minimale est fixée en fait à 24 heures par semaine. Donc, ça implique quoi? Ça implique en fait que quand on met en place un temps partiel, si on souhaite aller en dessous de 24 heures par semaine, il faut, dans ce cas-là, prévoir ce que l'on appelle une dérogation. Alors, la dérogation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une demande de la part du salarié à son employeur qui demande effectivement que son temps de travail soit inférieur à 24 heures par semaine. Donc, attention à cet aspect-là, puisque c'est un élément qui ressort. On a beaucoup de nos clients qui nous font part de cette contrainte et qui oublient parfois de rédiger ce fameux courrier. Alors voilà, on le rédige, hein, nous on a la possibilité de le rédiger pour vous, et ensuite il faudra le faire signer au salarié, en plus de la signature du contrat de travail ou de l'avenant qui met en place le temps partiel en dessous de 24 heures. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut être en tant qu'employeur très vigilant. Il faut absolument avoir, dès lors qu'on est en dessous de 24 heures par semaine, une dérogation de la part du salarié. Par ailleurs, pour le temps partiel, il est possible en fait, de la même façon que pour des heures supplémentaires, de faire effectuer à son salarié des heures complémentaires. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un salarié au sein de sa société qui effectue un travail à temps partiel, on n'est pas censé normalement le faire travailler plus. Or, parfois, l'activité est fluctuante et donc on est obligé de faire travailler plus son salarié à temps partiel. Alors, pour ne pas être enfermé en fait dans cette durée, en dessous de 35 heures, ce qu'il en est, c'est qu'on peut le faire travailler par le biais des heures complémentaires. C'est la même chose que les heures supplémentaires, si ce n'est qu'il y a une limite, c'est 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail, à la base, prévue dans le temps partiel, ou 1/3 de cette durée si jamais la convention collective le permet. Et le taux de majoration, puisque là aussi il y a un taux de majoration, si le salarié à temps partiel travaille un petit peu plus que ce qui est prévu dans son contrat, le taux de majoration, il est de 10% dès lors qu'on est dans la durée de 1/10, dans la limite de 1/10, et 25% au-delà. Par ailleurs, attention à ce niveau-là, en aucun cas, il ne faut faire travailler son salarié à 35 heures, ne serait-ce que sur une semaine. Pourquoi? Parce que c'est une requalification automatique, même une semaine dans l'année. Attention, même une semaine dans l'année, si on fait travailler son salarié à 35 heures alors qu'il est à temps partiel, bien, il y a une requalification automatique à temps complet et on doit payer l'intégralité des heures pour que le salarié soit payé à 35 heures tout au long de l'année. Donc attention à ce danger-là, toujours bien vérifier cette durée, toujours bien vérifier la réalisation des heures complémentaires. Et on va le voir également, la possibilité en outre de faire un avenant en fait pour augmenter temporairement la durée du travailleur à temps partiel, du salarié à temps partiel. Donc en plus des heures complémentaires, on peut le faire et toutes les heures voilà, effectuées au-delà de cet avenant seront des heures complémentaires avec, là pour le coup, la majoration sera de 25%. Donc il y a des mécanismes, en d'autres termes, qui permettent d'augmenter la durée du travail du salarié à temps partiel pour s'adapter en fait à l'activité, mais sans pour autant dépasser les 35 heures, auquel cas là, effectivement, il y a une requalification automatique. Donc on reste qu'à 34 heures maximum, hein. Attention à cet aspect-là, ou 34 heures et demie, hein, mais pas 35 heures. Hein. Sinon, on sera obligé il y aura un risque juridique majeur. Donc faites appel à nous pour voilà, bien cadrer effectivement vos temps partiels. Nickel, merci beaucoup Jules. Alors si j'ai bien compris, pour répondre en fait aux besoins de la fluctuation d'activité, les entreprises donc, ont une durée légale du travail, des heures supplémentaires. Alors comme tu l'as dit, avec une vigilance vraiment sur les temps de pause et les temps de déplacement, elles peuvent mettre également en fait en place le travail à temps partiel. Mais justement pour trouver le juste équilibre entre la durée légale du travail et les besoins en ressources humaines, les entreprises peuvent également annualiser le temps de travail de ses collaborateurs. Alors, comment on peut faire pour répartir justement efficacement le temps de travail sur l'année et apporter plus de flexibilité pour répondre à la fois aux hausses et aux baisses d'activité? Puis je crois que tu as vraiment des exemples concrets à nous partager. Tout à fait, Alexandre, tout à fait.
On va prendre un exemple assez simple hein, pour comprendre un exemple en fait de la production de glace, par exemple, puisque c'est un exemple très parlant, en fait, on comprend tout de suite. Il faut savoir que la consommation de glace, bon, je la prends pour personne, elle va être augmentée l'été, puisque c'est là où il fait chaud. Et l'hiver, pour le coup, effectivement, on va produire moins de glace généralement, puisqu'il y a moins de consommation. Donc ça dépend un petit peu de la température, puisqu'il est préférable de déguster une glace quand il fait chaud. Donc par rapport à cette production de glace, forcément, la production de glace va être augmentée durant la période en fait estivale, durant les fortes chaleurs. Donc c'est là où on va avoir une hausse de notre activité. Et puis, dans la période où il fait plus frais, hein, dans la période hivernale, ben là, pour le coup, on va avoir une baisse de notre production, de notre activité. Et donc, comment adapter un petit peu le temps de travail des salariés dans cette optique-là? Ben, ça va être l'annualisation du temps de travail qui va pouvoir permettre d'adapter en fait cette durée de travail à ces périodes hautes d'activité et ces périodes basses d'activité. Et donc, c'est ça qui va être intéressant à ce niveau-là, c'est que par l'annualisation, on va pouvoir en fait adapter la durée en fait à ces périodes-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'annualisation? Ben, c'est le fait de, voilà, de faire travailler tout simplement un salarié plus que 35 heures sur la période haute d'activité, donc par exemple l'été, et puis on va le faire travailler moins que 35 heures pendant la période basse d'activité, par exemple l'hiver. Et donc, pendant ces périodes-là, le salarié, peu importe, tout au long de l'année, sera rémunéré de la même manière. Sa rémunération sera dite lissée, c'est-à-dire que lui, il ne percevra pas la différence. Ça ne sera que la durée du travail qui changera. Et donc, le but, c'est d'organiser. Alors, comment organiser en fait cette annualisation? Ben, les conditions de mise en place vont varier selon que l'on passe par le biais de la loi, puisque la loi prévoit déjà la possibilité d'annualiser, enfin, comment dire, d'adapter la durée du travail de façon supérieure à la semaine, mais que sur 9 semaines maximum, en fait. Pas au-delà. Donc, on n'est pas sur l'année, pour le coup. Mais si la convention collective le prévoit, là, on peut passer sur l'année et encore mieux, un accord d'entreprise. Alors pourquoi encore mieux un accord d'entreprise? Parce que la convention collective généralement impose des limites en fait à cette annualisation. Il impose par exemple la majeure partie des conventions collectives impose par exemple un délai de prévenance qui soit conséquent. Un mois de délai de prévenance, on doit prévenir à l'avance le salarié sur cette répartition. Eh bien là, pour le coup, avec un accord d'entreprise, on peut faire tomber toutes ces règles. De la même manière, la convention collective peut prévoir que, par exemple, en période basse d'activité, on va ne diminuer qu'à 24 heures. En période haute d'activité, on n'ira pas au-delà de 43 heures. Mais pour le coup, avec un accord d'entreprise, on peut effectivement en fait, aller plus loin, aller jusqu'à 48 heures et aller en termes de limite minimale, aller même jusqu'à 0 heure, c'est-à-dire on ne fait pas travailler le salarié cette semaine-là parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc voilà ce qui est intéressant. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de l'année, on retrouve nos 35 heures tout au long de l'année, en fait. C'est ça qui est important. C'est qu'on retrouve le terme exact, comment dire, le calcul exact. Alors, quel est-il celui-là? Ben, si par exemple, je veux mettre en place une annualisation pour un 35 heures par semaine, ben, ça aboutit à 1607 heures par an. Alors, pourquoi 1607 heures? Comment on calcule? Ben, il y a 365 jours dans l'année. On enlève 104 jours de repos hebdomadaire, 8 jours fériés en moyenne, 25 jours de congés annuels. Donc on tombe à 228 jours travaillés. Un 35 heures, c'est 7 heures par jour de travail. Donc 228 fois 7, 1596. On arrondit à 1600 et on rajoute les 7 heures de journée de solidarité. Donc voilà le calcul. Et ça, c'est un principe de base. C'est-à-dire pour un 35 heures, ça sera 1607 heures par an. Mais on peut, il faut le savoir, aller au-delà et on peut prévoir une annualisation pour un 39 heures, par exemple. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va procéder au calcul? Là, on ne s'embête pas à refaire le même calcul. On fait une proratisation. 35 heures, c'est 1607 heures. Donc 39 heures, ben, on fera un produit en croix pour trouver le résultat. Et il faudra qu'à la fin de l'année, notre salarié à 35 heures ait atteint 1607 heures. Donc attention, en tant qu'employeur, il faut quand même bien gérer le temps de travail du salarié tout au long de l'année pour être sûr que le salarié ne vous doive pas des heures, parce que là, on ne pourra pas les récupérer, ou au contraire, n'ait pas fait trop d'heures, auquel cas, ces heures-là seront payées en tant qu'heures supplémentaires. Parce que tout le principe, c'est de faire là travailler
en période estivale, par exemple, son salarié à 43 heures, 48 heures, sans payer des heures supplémentaires. C'est tout l'intérêt de cette annualisation. Et on vous invite à passer par nous parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup d'employeurs en France qui n'ont pas vent de cette méthode. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à déterminer un petit peu les périodes hautes, périodes basses d'activité, n'hésitez pas à mettre en place cette annualisation. Et pour cela, passez par notre biais parce que ça peut vous permettre, comment dire, d'optimiser au maximum, le temps de travail et le paiement des heures supplémentaires. Voilà un Ben, petit peu ce qu'il en était. Justement, avant de passer au chapitre suivant, si vous êtes dans cette situation, notre service conseil fait preuve de beaucoup de créativité pour mettre en place des accords d'entreprise adaptés à la fois à votre situation et à vos besoins concrets, qui vont vous permettre vraiment d'apporter plus de flexibilité tout en respectant le cadre légal. Et si on est dans ce cas-là, en fait, Jules, comment on fait pour échanger avec toi sur ce type de mise en place? Alors, il faudra tout simplement passer par notre service, par le biais tout simplement de notre adresse mail ou nous contacter directement. Et on pourra vous mettre en place, en fait, enfin, en tout cas, tenter de mettre en place un accord d'entreprise qui ira plus loin, et on l'a vu ensemble, que la convention collective, et ce qui favorisera pour votre organisation de travail et surtout qui optimisera, en fait, au sein de votre société, le paiement des heures supplémentaires. Il y a trop d'employeurs qui se plaignent, en fait, du paiement d'heures supplémentaires, alors que la loi, et notamment par le biais d'un petit montage, l'accord d'entreprise, on peut se permettre d'avoir à en payer moins. Donc n'hésitez pas à passer par notre biais pour cet aspect-là. Et bien sûr, on vous partagera l'adresse mail du service conseil dans les restitutions avec bien sûr la présentation de Jules et le replay du webinaire. On va pouvoir en fait ouvrir notre dernier chapitre sur cette dernière option pour les entreprises, en fait, les forfaits jours et les forfaits heures. On commence par quel dispositif, Jules? Forfait jour, forfait heure? On va commencer par le forfait heure, c'est celui qui est moins utilisé. On voit tout de suite, on va voir ensemble tout de suite en fait un petit peu l'intérêt. Le forfait en heure, il est soit hebdomadaire, soit mensuel, soit annuel en fait. Le but c'est quoi? C'est que le salarié fasse un nombre d'heures qui est prédéterminé. Par exemple, à l'année, mon salarié qui a 35 heures, on l'a vu ensemble pour l'annualisation, il faudra qu'il fasse 1607 heures. Quel est le but? Quel est l'intérêt en fait de mettre en place un forfait heure? Là, pour le coup, ça sera que la mise en place d'un forfait heure, bien qu'elle dépende de la convention collective, si la convention collective prévoit qu'on peut mettre en place un forfait heure, dans ce cas-là, on pourra le faire, ou un accord d'entreprise, c'est ensuite de le mettre en place uniquement pour certains salariés. Ça sera en fait un forfait particulier d'heures que le salarié devra faire avec une convention individuelle de forfait en heures sur l'année. Ça peut être proposé uniquement aux cadres, d'accord, ou sinon aux salariés qui ont une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Et donc pour ces salariés-là, en fait, ils ne suivront pas les horaires collectifs de travail en vigueur au sein de votre société, mais ils respecteront ce qui est prévu au niveau de la convention individuelle de forfait, c'est-à-dire ils s'organiseront pour qu'à la fin de l'année, ils aient effectué leurs 1607 heures, s'ils sont à 35 heures. Et donc, ça permettra de s'adapter là aussi à l'activité, mais de manière beaucoup plus individualisée. Alors que pour l'annualisation, si on le met en place, il faut le mettre en place pour voilà, un service ou pour l'entreprise. Là, en fait, ici, l'idée, c'est de faire la même chose, mais de le mettre en place que dans le cadre d'un forfait heure, en d'autres termes, que pour un seul salarié. Donc, à ce niveau-là, voilà ce qu'il en est. Si on dépasse 1607 heures, là aussi, ça sera rémunéré sous forme d'heures en fait, supplémentaires avec les majorations. On passe au forfait jour. Le forfait jour, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? On retrouve les mêmes dispositions dont on vient de parler que pour un forfait heure. La seule différence, c'est qu'au lieu de compter en heures, on va compter en jours. Ça, c'est une différence importante puisque on s'enlève du cadre des heures, on s'enlève du cadre de la durée de travail, de comptabilisation. Si mon salarié vient travailler 1 heure, il aura effectué ce qu'on considère comme une journée de travail. Mais pour autant, là, ici, on va lui demander d'effectuer son travail, de remplir son rôle, avec uniquement en respectant un nombre de jours de travail déterminé tout au long de l'année. La loi prévoit que c'est 218. Selon les conventions collectives, ça peut être moins.
l'accord d'entreprise peut ensuite réguler un petit peu la situation. Donc, l'idée, ça va être tout simplement que mon salarié effectue ses 218 jours tout au long de l'année avec un nombre de jours de repos. On va voir comment le calculer en plus. Et donc, on va lui demander, par contre, de ne pas regarder le nombre d'heures, on ne va pas lui rémunérer ses heures supplémentaires. Il n'y aura pas cette notion d'heures supplémentaires. Et en fait, on lui indiquera qu'il faut qu'il réalise ce qu'on lui demande de faire durant ces 218 jours uniquement. Pour cela, il y a une convention de forfait à mettre en place, un peu plus drastique que la convention de forfait en heures, avec un certain nombre de points. Vous le voyez affiché à l'écran, le nombre de jours, la période de référence, les clauses qui viennent garantir le droit de santé, droit de repos, etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour rédiger ce type de contrat, qui est un petit peu particulier, ou ce type d'avenant. L'idée, en d'autres termes, c'est tout simplement de ne pas avoir à payer d'heures supplémentaires dès lors qu'on a des salariés cadres ou qui ont disons, qui, de par leur autonomie, ne doivent pas suivre les horaires collectifs de travail, et donc de leur faire un calcul pour leur définir en fait le nombre de jours de repos à l'année. Alors, quel est-il ce nombre de jours de repos? On prend 365 jours, là ici c'était 366, moins 218 jours, plus 104 jours week-end, plus les 25 jours de congés payés et les 9 jours fériés en fait qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche. Et donc pour l'année 2024, c'est 9 jours de repos. Voilà un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Donc voilà pour le forfait jour. Ce qu'on vous propose, ce que l'on vous invite en fait à faire, c'est de passer par notre service tout simplement pour mettre en place tous les aménagements que l'on vient de voir, ou pour au moins faire une étude de votre cas, au moins essayer de voir s'il est possible d'optimiser un petit peu la durée de travail et d'éviter d'avoir tout le temps à payer des heures supplémentaires, ce qui est un coût assez important pour un employeur en France. Donc voilà comment nous contacter. Et on va passer à la phase de questions-réponses, si vous le voulez bien. Justement, donc si vous avez la possibilité en fait de poser vos questions directement à Jules et Déborah sur vos problématiques, sur les différents points qu'on a vus, sur la durée maximale du travail, sur les temps de pause, les temps de déplacement, l'activité partielle, enfin le temps de travail partiel, l'annualisation du temps de travail ou les forfaits jours ou les forfaits heures. Pour ça, vous avez en fait un onglet questions-réponses en haut de votre écran. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Et bien sûr, si vous avez une question qui vous vient par la suite, toujours cette même adresse en fait pour contacter notre service conseil, conseil@p-du6rh.com. Alors, il y a une question qui vient d'être posée concernant le forfait jour. Qu'est-ce qui se passe si le salarié travaille plus de 218 jours par an? Alors ça, c'est une bonne question. C'est le salarié, en fait, pour réaliser ses projets, il a dépassé les 218 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque, on l'a dit, il n'y a pas d'heures supplémentaires à proprement parler. On parle en termes de nombre de jours. Là, il y a la possibilité, en fait, dans un cas comme celui-ci, pour le salarié, de racheter à son employeur des jours de repos. On a vu, c'était 9 jours de repos. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va prélever sur ces 9 jours de repos. Le salarié n'aura pas, en fait, 9 jours de repos. Et de l'autre côté, on va le diminuer du nombre de jours qu'il a effectué en plus et on va le rémunérer en conséquence pour ces jours-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette situation. Donc, On a une autre question, Jules, sur les saisonniers. Comment est-ce qu'on calcule l'annualisation, les 1607 heures? alors, pour les saisonniers, effectivement, ça va pas, Mm. l'annualisation, ça va pas être comment dire, euh, la gestion du temps de travail la plus adaptée, Mm. en fait, par rapport à la situation, il me semble. Mais pourquoi pas réfléchir sur cet aspect-là? Alors, quand on a un contrat saisonnier, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre en place d'annualisation au sein de la société, et donc qu'on ne peut pas l'appliquer au contrat saisonnier. En fait, on va éviter par contre de faire surtout pas une annualisation, parce que en soi,
c'est sur l'année, alors qu'on le sait, un contrat saisonnier, c'est pour une saison particulière. Donc là, ça serait remettre en cause le caractère de la saison et donc risquer un contentieux. Mais on peut faire un aménagement du temps de travail de la même manière que l'annualisation, mais sur la période en fait du CDD saisonnier. Et donc, en fait, l'idée, ça serait d'adapter le temps de travail du salarié saisonnier en fait par rapport à l'activité toujours, et donc définir sur la période du CDD saisonnier en fait les possibilités de fluctuation. Merci. Ensuite, sur le forfait jour, on nous demande nos obligations et nos modalités de contrôle envers les salariés. Alors, Alors, c'est vrai que, ouais, il y en a différentes modalités. C'est l'employeur, il doit s'assurer qu'il y a un suivi régulier de la charge de travail. Il doit aussi faire attention que le salarié ne dépasse pas non plus une charge trop importante. Et le droit à l'aide de connexion aussi. Toi, en pratique, je ne sais pas si tu as des solutions à mettre en place. ouais, je crois que tu as tout dit, Déborah, J'ai c'est tout ça. dit. C'est ça, c'est exactement ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous garder en tant qu'employeur votre pouvoir de direction, de contrôle du travail du salarié. Donc, bien entendu, qu'il faudra être vigilant, surtout au début, lorsqu'on met en place un forfait jour. Ça, c'est juste ce qu'on pourrait rappeler. Parce que le salarié, on ne sait pas véritablement s'il va s'adapter à la charge de travail, s'il va être efficace. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour s'apercevoir que le salarié n'a pas réussi en fait à travailler comme il le devait. Mais après, tout est dit, Déborah, comme tu l'as dit, il y a une obligation de mettre en place un entretien concernant la charge de travail, et puis surtout de s'en assurer, de s'assurer du droit à la déconnexion, etc. Une autre question sur l'annualisation. Comment devons-nous calculer le temps de travail à effectuer pour un salarié qui entre dans l'entreprise en cours d'année? Alors, qui entrerait dans l'entreprise en cours d'année? C'est une bonne Mmh, question par rapport à l'annualisation, hein, c'est ça? oui. Alors, l'annualisation, pardon, c'est le fait, en fait, on l'a vu, sur un an, donc sur une année, de prévoir, en fait, que le salarié, par exemple, à 35 heures, le salarié qui est à 35 heures, fasse bien ses 1607 heures à la fin de l'année. Donc, on s'arrange au cours de l'année pour lui faire des périodes hautes, périodes basses d'activité. Là, s'il rentre en cours d'année, on va faire tout simplement une proratisation. On va déterminer, en fait, à ce niveau-là, le nombre de jours qu'il y aura, en fait, à effectuer tout au long de l'année. Alors, j'ai pas dit le terme qu'il fallait, c'est pas une proratisation à proprement parler. Il faut quand même faire un calcul. Donc, pour déterminer le nombre d'heures que devra faire le salarié jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ça, nous, on peut le faire pour vous, en fait. C'est en fonction, bien sûr, du calendrier, de la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année. Et donc, une fois qu'on connaît ce nombre d'heures que doit effectuer le salarié, là, on peut jouer et lui faire des périodes hautes, périodes basses d'activité. Merci. On a le temps pour une dernière question peut-être? Allez, on y va, on y Alexandre? va, on y va, on Allez. y va. Dans le cas où un salarié travaille 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire est-il de 35 heures consécutives? Alors, dans le cas où un salarié travaille 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire est-il de 35 heures consécutives? Alors, pour le coup, en fait, le repos hebdomadaire ne va pas être de 35 heures consécutives. 35 heures, c'est la durée de travail, en fait, hebdomadaire. Donc, je pense qu'il y a peut-être un souci à ce niveau-là par rapport à cette situation, par rapport à cette question. Mais il est possible, effectivement, de faire travailler ses salariés Mmh. 6 jours par semaine. Il faut simplement prévoir, en fait, un jour de repos hebdomadaire, au moins un jour par semaine, en sachant que ce n'est pas nécessairement le dimanche. Si l'activité le justifie, ça peut être un autre jour. Il faut simplement éviter de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs, parce que là, c'est illégal. Merci. Une autre petite question. Quel est le taux de majoration des heures effectuées au-delà des 35 heures à appliquer pour le repos compensateur? Qu'en est-il pour le dimanche travaillé également en cas de récupération? Faut-il également le payer? Alors, Mmh. lorsque on a des heures qui sont effectuées au-delà de 35 heures et qu'on souhaite mettre en place un repos compensateur, on va appliquer les mêmes majorations que si on lui versait en fait financièrement, monétairement, ces heures supplémentaires.
C'est-à-dire qu'on va avoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires. Et ces 25%, ben, en fait, ça représente un quart. Donc, un quart de la durée d'une heure, donc soit 15 minutes. 15 Donc, à minutes. chaque fois, le salarié va acquérir 15 minutes en majoration, en repos compensateur. En sachant que le repos compensateur, attention, ça peut être aussi donc 1 heure et quart en fait que l'on va accorder aux salariés pour ne pas rémunérer l'heure supplémentaire plus la majoration. Donc on lui accordera 1 heure et quart de repos. Alors comme je l'ai dit, on l'accorde mais sous forme de demi-journée ou journée entière, hein. Voilà ce qu'il en est. Pour le dimanche, travailler en cas de récupération, est-ce qu'il faut le payer en fait à ce niveau-là? Ben, attention, contrairement à ce que l'on pense, il n'existe pas de majoration légalement pour le travail le dimanche. C'est un jour comme un autre au sens du Code du travail. Ce n'est que les conventions collectives qui prévoient qu'il existe une majoration à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense qu'il y a peut-être une autre question derrière avec la convention collective. Mais voilà ce que l'on pouvait dire vis-à-vis de cette situation. Merci. Et une dernière, Oui. comment se déroulent les accords d'entreprise en l'absence de CSE, carence de candidats? Alors, c'est vrai, Déborah, c'est qu'on a vrai. pas mal parlé hein, d'accord Oui. d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait en l'absence de CSE? Si on a une carence de candidats, ben, en fait, on ne pourra pas mettre en place l'accord d'entreprise. Si jamais, donc, on est dans dans une société au-delà de 20 salariés. Puisqu'en dessous de 20 salariés, il existe la possibilité de faire passer un accord d'entreprise par le biais du référendum. Donc, il faut réunir les 2 tiers des salariés, réunir l'accord des 2 tiers des salariés. Il y a une consultation qui est faite, hein, c'est un vote, en fait, bulletin secret. Il faut savoir s'ils sont d'accord ou pas avec le projet d'accord d'entreprise que présente l'employeur. Et là, l'accord d'entreprise pourra effectivement, après dépôt, s'appliquer. Par contre, si on est au-delà des 20 salariés, ben là, il nous faut nécessairement, en fait, au minimum, des représentants du personnel. À défaut, on ne pourra pas mettre en place l'accord d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Bien, beaucoup, Jules. Merci à tous. Notre webinaire touche à sa fin. Comme pour les précédentes éditions, vous allez recevoir très rapidement dans vos boîtes mail à la fois le replay de ce webinaire, la présentation de Jules et l'ensemble en fait de nos fiches pratiques sur le thème donc, de la gestion du temps de travail. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus ou approfondir tous ces dispositifs, je vous invite à vous inscrire également donc, à notre prochaine formation de la PRH Academy. Il reste encore quelques places disponibles, je crois, pour les 2 prochaines sessions qui seront le 10 octobre et le 5 décembre avec Fanny Margaléjo, donc également de notre service conseil. Et je vous partagerai en fait le lien dans le mail pour vous inscrire directement. Pour nos webinaires, nous, on se retrouve en juillet pour aborder le thème des sanctions disciplinaires. Jules, c'est bien ça? exactement, tout à fait. Avant de Sujet passer en mode, passionnant. avant de passer en mode été. Les invitations pour vous inscrire, c'est pareil, vont arriver très prochainement dans vos boîtes mail. Et évidemment, comme l'ensemble de nos webinaires, cette inscription est 100% gratuite. Nous restons avec Jules et Déborah et toute l'équipe de PRH Solutions à votre entière disposition pour échanger et répondre à vos questions et vous accompagner au plus près de vos besoins. On vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon appétit à tous, que je vois qu'il est quasiment midi 18 et à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.